Alors bonjour, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très populaire, très important dans la médecine du sport, les commotions cérébrales. Alors pour nous en parler, et surtout étant donné qu'il y a eu un consensus récent, le 6e consensus là, sur les commotions cérébrales à Amsterdam, donc on va parler de ce sujet chaud avec Dr Alexandra Bengué aujourd'hui. Bon podcast. Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie-Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Bonjour, Dr Bengué. Bonjour, Dr No. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. On est encore une fois super chanceux de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le Sideline pour parler des commotions cérébrales. T'es rendue maintenant une habituée du Sideline. Déjà. Fait que moi, je suis juste orthopédiste. Fait que pour moi, c'est sûr qu'une commotion cérébrale, c'est pas quelque chose que je traite au quotidien. Alors, peut-être, est-ce qu'on pourrait commencer par avoir une petite définition? Qu'est-ce que c'est une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale, là, c'est lorsqu'on reçoit un coup sur notre corps. Et là, je précise, c'est pas obligé d'être à la tête, hein? Ça peut être n'importe quelle partie du corps, en autant que la force du coup est ressentie à la tête. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que notre cerveau, qui est dans notre boîte crânienne, dans un petit peu de liquide, il va shaker. Fait que, il va bouger un peu, il peut être frappé un peu sur les parois crâniennes. Et donc, il faut voir ça un peu comme non seulement le cerveau, mais chacun des neurones qui composent notre cerveau est lui aussi un peu brassé, étiré, twisté. Donc, tout ça fait en sorte que ça va donner une multitude de symptômes variés selon quel neurone puis quelle partie du cerveau va avoir été atteinte. OK. Et la particularité des commotions cérébrales, c'est que ça ne se voit pas lorsqu'on fait une imagerie. Fait que si vous allez à l'urgence et qu'on fait classiquement une tomodensitométrie, donc un CT scan ou un TACO pour nos amis de Québec, on ne le verra pas, la commotion. Puis sur une résonance magnétique habituelle, on ne la verra pas non plus. Donc, c'est vraiment plus la façon de fonctionner du cerveau qui est atteinte. OK. Fait que c'est comme un bleu du cerveau. C'est comme un bleu du cerveau qui ne se voit pas. OK. Est-ce qu'avec ce consensus qui vient de se produire, est-ce qu'il y a eu un changement dans la définition? Grosso modo, c'est quelque chose qui est accepté, la définition de la commotion cérébrale? Il y a eu des changements mineurs dans la définition de la commotion cérébrale dans le sport. Puis, je dirais que ça affecte pas vraiment les gens qui vont prendre en charge les commotions, ni les jeunes qui ont des commotions cérébrales. C'est vraiment plus des discussions entre experts qui veulent vraiment préciser dans la définition d'une commotion c'est quoi l'impact. Puis on essaie d'harmoniser ça avec les gens qui ne travaillent pas dans leur sport. Fait que les gens qui travaillent plus avec les militaires ou en trauma, une définition légèrement différente. OK. Fait qu'on essaie d'harmoniser tout ça. OK. Ça fait que cliniquement ou pratico-pratique, il n'y a pas de gros changements dans la définition. OK. Donc, peut-être, tu sais, souvent, on sait, bon, une commotion cérébrale, c'est quand on reçoit un coup à la tête. Ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, dans le fond, c'est qu'on peut avoir aussi une commotion cérébrale même si le coup n'est pas à la tête. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a un mouvement au niveau de la tête, même indirectement, ça peut être considéré comme une commotion cérébrale. Oui. Maintenant, si on se met vraiment en situation, un jeune qui joue au soccer, qui pense avoir eu une commotion cérébrale, qu'est-ce qui peut, on a dit ça se voit pas, tout ça, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il sait qu'il y en a eu une? Qu'est-ce qu'il va ressentir sur le terrain? Alors, le jeune, sur le terrain, qui pense avoir une commotion cérébrale, souvent, là, quand on les voit par après, ils vont dire « Ah, je le savais que j'avais une commotion cérébrale. » Puis, ce qu'ils vont dire, c'est « Je me sentais pas moi-même. » OK. Fait que déjà ça, juste ça, vous avez eu un impact, un coup de coude, vous êtes tombé, vous vous relevez, puis vous dites « Ah, j'ai l'impression de ne pas être moi-même. » Ça, c'est clair que c'est des signes de commotion. Si vous êtes un peu mêlé, si vous vous souvenez plus c'est quoi le jeu qui s'est passé avant,
Si vous ne vous souvenez plus c'est quoi la position que vous devez aller dans le jeu suivant. Ça aussi, c'est des signes de commotion cérébrale. Ou si vous avez l'impression de perdre l'équilibre un peu, mais que vous n'êtes pas blessé à la jambe ou à la cheville. Ça aussi, c'est des signes de commotion cérébrale. Ça me fait penser, moi, quand j'étais en fellowship aux États-Unis, à Boston, je couvrais une équipe de hockey Division 3, puis grosso modo, dans les matchs, j'étais jamais au bord de la patinoire pour regarder le match. J'étais littéralement toujours en salle de traitement. Puis j'ai eu un jeune qui était juste pas capable de se relever. Il a reçu un coup, une mise en échec, puis il était juste plus capable de patiner. Il était plus capable de se relever. Il était juste trop étourdi. Donc ça serait comme un signe clair. Un signe clair, il n'y a même pas lieu de discuter. Puis même si cet enfant-là ou ce jeune, là, parce qu'on était quand même au niveau collégial, voulait retourner immédiatement sur la glace, c'était pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, dès qu'il y a une commotion sûre ou dès qu'on suspecte une commotion, on doit retirer l'athlète qui est en train de jouer du terrain. Ça serait quoi le risque, justement, d'avoir une première commotion, de continuer à jouer puis d'en avoir une deuxième? Le risque le pire, c'est ce qu'on appelle le syndrome du second impact. C'est donc, j'ai dit un peu plus tôt que le cerveau est a été un peu shaké. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a un peu d'altération au niveau des vaisseaux sanguins dans le cerveau, donc un petit peu moins de facilité à faire l'harmonie autour du cerveau. Donc, d'avoir un deuxième coup tout de suite, ce qui peut arriver, c'est que le cerveau se met à enfler, et là, on sait tous que la boîte crânienne, c'est de l'os qui laisse... Il n'y a pas de place. Donc, alors là, ça fait comme un édème cérébral qui entraîne souvent la mort. Fait que ça, c'est le pire. Mais sinon, on peut penser que si encore on a une commotion cérébrale, nos réflexes sont plus là. Et donc, on risque soit de se blesser soi-même ailleurs sur le corps ou encore de blesser nos coéquipiers ou l'équipe adverse. OK. Bien, ça, c'est vraiment important, là, dans le fond. Dès qu'on pense avoir subi une commotion cérébrale, qu'on ne se sent pas tout à fait soi-même, la décision sage, c'est vraiment de se retirer pour éviter d'avoir d'autres blessures qui pourraient vraiment nous retirer, nous mettre en dehors du jeu pendant plus longtemps. Ou, comme on l'a dit, même, ça peut aller jusqu'à la mort, jusqu'à un décès, si on a un second impact à la tête. Oui, ça, c'est le pire. Okay. Puis pour prendre l'exemple, vu que j'ai une orthopédiste devant moi, bien... la commotion, elle, généralement, elle va rentrer dans l'ordre en 1 mois. Mais si je continue à jouer, mais que je me déchire le ligament croisé, ça prend combien de temps avant de retourner au jeu? Minimum 12 mois. Minimum 12 mois. Et une chirurgie. Et une chirurgie. Alors, on est beaucoup mieux de s'occuper de notre commotion plutôt que de risquer de se blesser. Puis l'autre raison aussi, les gens disent « Ouais, mais moi, je suis quelqu'un d'équipe, je veux rester, je veux continuer pour mon équipe. » Mais encore là, si mon cerveau ne fonctionne pas à 100%, à quel point je vais être là pour mon équipe? C'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui est frais et dispo de prendre notre place, qui, lui, va donner son 100% à l'équipe. OK. Fait que ça, c'est la première chose. On pense qu'on a une commotion, on se retire du jeu, ou surtout s'il n'y a pas de professionnels de la santé là, qui sont sur les lignes. La suite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on consulte? Est-ce qu'il faut y aller tout de suite? La suite des choses, justement, dans le consensus qui s'est passé à Amsterdam, ils ont mis à jour un outil qui est un outil pour le sideline. Donc, un outil pour le côté de terrain pour les gens qui ne sont pas professionnels de la santé. Puis c'est super bien. Là, pour l'instant, c'est seulement en anglais, mais ça va être traduit sous peu dans plusieurs langues, dont le français. Mais ça dit sur ce carton-là, c'est quoi les drapeaux rouges qui font en sorte qu'il faut consulter immédiatement à l'urgence? Puis généralement, c'est des choses évidentes. Donc, les pertes de conscience, les crises de convulsions, des vomissements répétés, un mal de tête épouvantable. Généralement, quand ces choses-là arrivent, on ne se pose pas la question puis on sera à l'urgence. Tout simplement. Si on n'a pas... Le soir même, là, pas le lendemain matin. Ah, le soir même. Okay. Oh, oui, tout à fait. Si on n'a aucun de ces drapeaux rouges, puis sur le petit carton, c'est écrit, là, c'est des drapeaux rouges, puis c'est écrit dans un carré rouge, puis c'est écrit en gros. OK. Si on n'a rien de tout ça, il faut juste pas rester tout seul pour les premières heures, parce que si c'est pire qu'une commotion, dans le fond, c'est ça qu'on craint. C'est pour ça qu'on dit aux gens d'aller à l'urgence. Si c'est pas une commotion, et au contraire, on saigne dans notre tête. Donc, on va le voir au cours des heures suivantes, notre état va se détériorer, ça va pas aller mieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas rester seul. OK. Puis, est-ce que malgré tout, il faudrait consulter comme plus son médecin de famille ou dans un contexte plus semi-urgent ou c'est juste de prendre du repos comme...
qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le meilleur des mondes, c'est sûr que ça serait bien de consulter un professionnel de la santé rapidement, je dirais dans les deux, 3 premiers jours, ne serait-ce que pour avoir les bons conseils, puis aussi pour être guidé sur la suite des choses. Je sais que c'est difficile d'avoir son rendez-vous avec un médecin de famille, si on a un médecin de famille, et qu'on n'a pas toujours envie d'aller attendre à l'urgence, que attendre à l'urgence, c'est pas nécessairement bon quand on a une commotion. Au Québec, maintenant, ce qui est bien, c'est que les physiothérapeutes peuvent prendre en charge les commotions cérébrales. Donc, parfois, c'est plus facile d'avoir un rendez-vous rapide avec un physiothérapeute qui peut ensuite aussi s'occuper de la suite des choses. Fait que ça peut être un bon plan B pour ceux qui ont des assurances ou qui ont les moyens ou accès à un physiothérapeute. Mais je pense que ce qui est important, c'est que après une commotion, il faut se reposer. Il faut se reposer le cerveau. Et reposer le cerveau, c'est autant les activités physiques que les activités mentales. Puis, c'est pas le repos, là, on s'en va se coucher dans une chambre noire, puis on fait rien, là. C'est un repos relatif. Ça veut dire qu'on se repose, mais qu'on peut quand même faire nos activités de la vie quotidienne. Même que de rester en boule dans son lit, dans une chambre noire, c'est pas bon. Il faut un peu s'activer. Vous avez le droit de faire la vaisselle et de plier votre linge. Puis qu'est-ce qui ferait comment on peut savoir si on en fait trop, par exemple? On en fait trop si les symptômes qu'on a. Tu sais, souvent, on va dire sur une échelle de 0 à 10 ou 0 à 6. Mais tu sais, si nos symptômes augmentent de 2, disons, sur une échelle de 10, ça, c'est qu'on en fait un peu trop. Et puis, s'il augmente et que ça dure plus qu'une heure que les symptômes augmentent, c'est qu'on en a fait trop. Fait qu'il faut rester en dessous de ça. Puis les symptômes, c'est ce qu'on parlait tantôt, le fait de ne pas se sentir soi-même, peut-être avoir des petits maux de tête. Oui, se sentir étourdi, se sentir sensible à la lumière, sensible au son, se sentir parfois aussi, je pense que c'est important de le mentionner, plus triste ou plus nerveux ou plus irritable. Ça peut être des symptômes de commotion parce que oui, nos émotions sont gérées par notre cerveau. Fait que oui, il peut y avoir de ça aussi. OK. En plus du physiothérapeute, je comprends des fois avoir accès à son médecin de famille. Si on en a un, ça peut être difficile. Si on n'en a pas, c'est encore plus difficile. Mais il y a aussi les médecins sportifs qui peuvent voir les commotions cérébrales comme dans un contexte, mettons, dans les jours suivant la commotion. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour faire une première évaluation. Oui, puis sont parfois un peu difficiles à trouver, là, mais si on va sur le site web des médecins du sport de l'exercice du Québec, c'est aqmse.org, il y a une liste selon toutes les régions du Québec des médecins du sport, puis il y a aussi toutes les cliniques universitaires, des 4 universités qui ont des médecins du sport, et puis à Sainte-Justine et au Children aussi, il y a des médecins sportifs. Parfait. C'est bon. Je sais que, tu sais, comme moi-même, là, comme maman d'enfant, c'est sûr qu'avant de retourner au sport, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui ait fait une petite évaluation, être sûr que c'est correct. Donc, je comprends que le meilleur intervenant, le meilleur professionnel de la santé serait vraiment un physio là, pour faire le suivi. Est-ce qu'il y a des exercices qui est recommandé une fois qu'on a une commotion pour essayer de... En fait, oui, c'est super intéressant. C'est une des nouveautés des 2 derniers consensus, là, c'est que l'activité physique cardiovasculaire légère, ça veut dire là, pas embarquer sur le vélo puis pousser, là, puis avoir chaud, mais légère. Ça veut dire que je suis quand même capable de parler pendant que je fais mon vélo stationnaire ou que je fais ma marche rapide ou mon jogging. C'est de démontrer que ça aide à récupérer plus rapidement d'une commotion cérébrale. Fait que les 2 premiers jours, on se repose, on fait des activités de notre vie habituelle, on peut marcher dehors. On essaie d'éviter les écrans dans les premiers jours. Puis après ça, il faut s'activer. Et c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est faire une petite activité cardio légère. Puis là, je parle de vélo stationnaire, pas de vélo dans la rue, parce qu'on veut éviter de retomber. Puis on se rappelle que l'équilibre est un peu parti. Donc, on parle plus de vélo stationnaire, de marche rapide ou de jogging. OK. Dernière question. Est-ce qu'il y a des façons de prévenir les commotions cérébrales sur le terrain? Est-ce qu'il y a n'importe quoi que les jeunes peuvent faire en pré-saison, même pendant la saison, pour prévenir d'avoir des commotions? Il va toujours y avoir des accidents, puis clairement des sports de contact, puis des sports à risque de chute. Mm-hmm. Donc, on ne pourra pas tout prévenir, mais qu'est-ce qui peut être fait? Bien, il y a des affaires qui appartiennent pas aux sportifs, mais qui appartiennent au règlement, donc au règlement du sport. Entre autres, au football, il y a beaucoup de publicité puis
d'incitation qui a été faite dans les dernières années pour diminuer le nombre de contacts pendant les pratiques. Fait que ça appartient au coach. Dans une pratique, on limite les contacts. Ça, c'est de la prévention. Au hockey, porter un protecteur buccal, un mouthpiece, ça diminue d'à peu près 30 % les risques de commotion cérébrale pour tous les âges. Fait que porter son mouthpiece comme il faut. OK. C'est quelque chose qu'on peut faire de prévention. Sinon, quelque chose qui est super intéressant et qui n'est pas juste pour les commotions, c'est le réchauffement ou l'entraînement neuromusculaire. Donc, c'est démontré que ça aide à prévenir les commotions ainsi que plein d'autres blessures. Puis encore là, je pense que tu es tout aussi bonne que moi pour dire c'était quoi un entraînement neuromusculaire, mais c'est que tout le monde connaît le réchauffement. On réchauffe nos muscles avant de commencer quelque chose, mais notre cerveau aussi peut être réchauffé. Puis c'est ça un peu. Donc, faire des petits exercices avant de faire notre sport ou même des pratiques d'entraînement neuromusculaire, c'est de la bonne prévention. OK. Mais c'est intéressant ça, probablement qu'on va l'aborder dans un prochain épisode. D'ailleurs, là, on a vraiment parlé de façon générale, mais je pense qu'il y a aussi tout l'aspect relié à la pédiatrie, aux jeunes qu'on va aborder là, dans un autre épisode. Mais je pense que pour l'instant, c'est vraiment un bon début sur les commotions cérébrales, puis ça nous donne une petite idée là, des mises à jour qui ont été faites récemment. Mais ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Bengay. Merci, à la prochaine.